Salut l'équipe, pour la deuxième partie de ce 56e épisode, on retrouve Ferris Ngoma juste après sa deuxième saison en Ligue 1 et le début d'une période très compliquée. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la regarder, je vous mets le lien juste là. Donc dans cette deuxième partie, Ferris va nous parler de la plus grosse blessure de sa carrière qui a mené à la deuxième saison de sa carrière sans club, des mercatos tendus, beaucoup de galères, tout ça promet une conclusion d'épisode divertissante mais surtout très riche en leçons. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Du coup, à la fin de ces 3 saisons-là à Brest, donc tu as eu une première saison qui s'est bien passée, collectivement et individuellement. 2 saisons compliquées sur le plan individuel, sur le terrain, hors du terrain. Qu'est-ce que tu cherches après à la fin de l'aventure à Brest? C'est quoi, quand le mercato qui suit arrive, c'est quoi ton ambition? Tu te dis cet été, je veux trouver. Déjà, comme je te disais, moi, à la fin c'était vers avril, à la fin de ma dernière année, j'ai le décès de ma sœur qui arrive. Ça veut dire que ça chamboule un peu tout, tu vois, ça chamboule un peu tout au niveau psychologique. Parce que, voilà, je suis en fin de contrat. Je me souviens, à l'époque, j'ai mon enfant, il vient d'avoir 1 an, je crois. Il va avoir 1 an, il n'a pas encore 1 an. J'ai mon plus grand qui est encore tout bébé. Et ça met un peu de brouillard dans mon cerveau. Ça met un peu de brouillard dans mon cerveau parce que voilà, j'ai mes petits... je pense aussi à ma nièce et mon petit-neveu qui se retrouvent sans maman. Ça veut dire, j'essaie de tout intégrer un peu tout. J'ai mes parents qui sont très peinés, surtout ma mère, tu vois, qui était vraiment très proche avec ma sœur. Et ça veut dire, sur le moment, je pense pas très coup de bol, tu vois. On arrive à la fin, je m'en souviens, après les obsèques et tout, c'était, je rentre à Brest. Je rentre à Brest et je suis pas très connecté, tu vois, je suis limite plus là. Vraiment pas très connecté. Mais voilà, je sais que la saison commence à toucher à sa fin petit à petit, tu vois. On avait, je sais plus si on avait acquis le match rapidement, mais je sais que voilà, c'était pas une saison où on avait galéré, c'est vrai. On avait galéré, je crois, on se maintient. Si on avait galéré, parce qu'on se maintient le dernier match contre le PSG. On se maintient le dernier match contre le PSG. Ok. Et je crois qu'on n'a pas pris, je crois on perd 3-0. Et je crois Montpellier quand même contenante un peu plus, tu vois. Je crois que c'était au bout à la barrage. Au final, c'est Nantes qui font les barrages et nous, on se maintient. Et je fais encore des groupes et tout, tu vois. Je suis encore, physiquement, je suis là, je m'entraîne tous les jours et tout, je fais des groupes et tout. Mais c'est vrai que dans la tête, j'étais plus trop là. Même pour me projeter pour la saison d'après, j'étais pas vraiment impliqué, mettre mes agents et tout pour savoir ce que j'allais faire l'année d'après, tu vois. J'étais encore dans ce truc où, voilà, je venais de perdre ma sœur, c'est-à-dire que j'étais encore peiné, j'avais eu du mal, tu vois, vraiment du mal. Et voilà, en fait, j'ai subi le truc jusqu'à la fin de la fin de saison, je l'ai vraiment subi jusqu'à la fin, en gros, même si, voilà, j'étais encore dans le groupe et tout, genre, mais j'ai vraiment subi la fin de saison jusqu'à la fin. Et voilà, j'ai laissé couler les choses. Au final, ça s'est passé. On se dit au revoir convenablement avec le coach. Je crois le coach en plus, il s'en va aussi. Je crois le staff et le coach s'en vont. Ils vont direct. Ils vont à Montpellier. Okay. J'ai une discussion avec le directeur sportif, je crois, avant qu'il nous laisse tous, tu vois, genre une discussion avec lui. Il me dit un peu le pourquoi du comment. Voilà, j'ai pas eu plus ma chance en Ligue 1. C'est là que j'ai su que après j'étais un peu la pire, mais voilà, je peux pas en vouloir, c'est ça va du métier aussi, tu vois. C'est là que j'ai su plus ou moins les raisons pourquoi je joue et j'étais pas beaucoup utilisé et tout le travail autour de moi. Mais comme je dis, genre voilà, quand t'es dans le fil de l'action, t'es déçu, mais il faut leur job aussi, tu vois. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi je pourrais jamais être coach.
faut faire des choix, faut indirectement, t'es humain. Il y en a physiquement, tu vas pas aimer, tu vois, soit physiquement ou même le jeu, le football. Moi, il y a des joueurs, par exemple, j'aime pas, mais je dis il est fort. Tu vois. Ouais. J'aime pas son style de jeu, mais je vais dire il est fort. Malgré que j'aime pas son style de jeu, je le trouve fort, tu vois. Hmm. Et voilà, on est tous des humains. Je pense que genre, il a fait son métier, comme il le fallait. Il a réussi à maintenir le club 2 années d'affilée. Il a fait son job. Il est parti. Maintenant, je pense que le club est reconnaissant aussi envers ce coach-là, même si à la fin, c'est un peu désunis de tous les côtés, même avec les dirigeants, tu vois. Et voilà, après, sur la fin, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai continué ma ligne de conduite, même si, comme je t'ai dit, je n'étais pas très connecté. Et puis voilà, après quelques discussions avec mes conseillers et d'autres agents qui m'avaient un peu approché et tout pour voir ce que j'allais faire, mais sur le coup, j'étais pas très emballé. Ça veut dire après la fin de saison, voilà, je suis allé voir ma belle famille dans le sud, je suis resté là-bas. Et puis voilà, j'ai attendu que le mercato y passe, quoi. Ah, du coup, ouais, comme tu disais un peu, tu l'as laissé passer, t'étais pas nécessairement proactif sur le mercato, à démarcher, à être là. C'est plus, vas-y, il y a plus important et puis j'ai pas trop la tête à ça, donc ce qui viendra, viendra. C'est ça, c'était un peu comme ça. En gros, j'étais dans le sud, j'étais posé, j'en discutais souvent, tu vois. Sur mon entourage, même ma famille, tu vois, et ça me disait, ouais, mais du coup, là, t'as un contrat, ça fait comment? Après, j'ai pas beaucoup de sollicitations, tu vois, beaucoup d'agents qui m'approchaient pour me dire, ouais, j'étais le club qui est intéressé, tout ça. Mais entre lui dire et ce qu'il y avait vraiment, tu vois, Ouais. il m'a imposé, tu vois. Et voilà, je pense que les 2 saisons de ne pas avoir beaucoup joué en Ligue 1 m'ont un peu joué au préjudice, tu vois. Mais voilà, je pensais rebondir en Ligue 2 quand même, tu vois. Parce qu'il y avait des clubs qui étaient là à une certaine période, qui sont partis je ne sais comment, mais bon, ils étaient là à une certaine période, ils étaient présents, et ils demandaient après moi. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le football, en fait, hein. Faut pas, c'est un éternel recommencement, voilà. Je pense que c'est la loi du métier parce que ça pousse de tous les côtés. Mm. Et quand ils sont là, des fois, faut savoir tenir un peu les clubs à bout de bras, mais par moments, c'est très compliqué aussi parce que on est plein d'ambition. Et voilà, des fois, tu t'attends à te retrouver quelque chose où tu dis c'est à ma hauteur. Et au final, ben, tu te retrouves moins et après, faut accepter parce que c'est comme ça. Et des fois, quand il n'y a pas beaucoup de monde qui toque à ta porte, faut prendre ce qu'il y a. Mm. Et c'est ce que tu fais au final en rejoignant Châteauroux. Ouais. Est-ce que tu y as fait un peu allusion là. Est-ce que pour l'ego, c'est facile de faire cette descente là? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je me souviens encore, Châteauroux était là depuis un moment. Mm-hmm. Que le recruteur qui était directeur sportif après, qui est directeur sportif de Sochaux, qui est Julien Cordonnier, avec qui j'ai travaillé à Orléans déjà, j'ai travaillé avec le Orléans, qui m'avait appelé depuis un moment déjà, tu vois, m'avait appelé depuis un moment. Que le coach Marco Simone m'avait appelé depuis un moment aussi. Après, c'était peu importe, tu vois, que ça descende en national, que ça reste en Ligue 2, il m'avait déjà ciblé. Mm-hmm. Après, j'étais pas emballé parce que j'étais pas emballé. J'étais pas très ouvert au début parce que je voyais la saison qu'ils faisaient en Ligue 2, c'était un peu en galère. Et je suis un peu. Et je sais que ma dernière année de contrat, je devais être prêté là-bas à la trêve, 6 mois. Donc directement, je suis obligé de suivre, tu vois. Au final, ça s'est pas fait. Et pour l'ego, ça met un coup parce que je m'en souviens que j'ai Sochaux qui était présent, pendant un moment, que tu vois, j'avais Omar Daf qui était très intéressé par mon profil, qui me disait, écoute, moi je te veux, mais il y a un mec, faut que je le fasse partir, qui a ton poste, qui est sollicité, maintenant faut qu'il parte. Et à cette époque-là, j'entendais après ça, tu vois, parce que je me suis dit, voilà, je pense que lui, pour moi, c'est Sochaux. Ouais. C'est Sochaux, c'est
financièrement, ça prenait aussi pas mal, tu vois. J'attendais vraiment après ça parce que c'est le seul club de Ligue 2 avec qui j'étais en contact, qui était vraiment, qui, avec qui il y avait vraiment eu des discussions, tu vois. Et au final, le joueur est pas parti, donc voilà, il m'a dit ouvertement, écoute, je suis désolé, je peux pas te récupérer parce que le joueur ne part pas. Donc voilà, je te prends pas, tu vois. Et en toute sincérité, tu vois, j'ai aimé la démarche déjà, tu vois. Le fait de me dire ça comme ça, et après j'ai dit, ben écoute, c'est comme ça et pas autrement. Maintenant, je m'étais posé la question d'attendre, pas attendre encore, tu vois, le temps du mercato, tu vois. Moi, souvent, j'étais en contact j'étais beaucoup en contact à cette époque-là avec Benjamin Youssouf, qui est un très bon ami à moi, tu vois, qui lui aussi qui sortait d'une belle saison nationale, qui devait signer, il avait eu des contacts avec Caen, quelques autres clubs de Ligue 2, tu vois. Ok. Et comme on se connaît depuis un moment, on est comme ça, tu vois, on est très très proches. On s'appelait souvent pour savoir ce qu'on allait faire, parce que lui aussi est en contact avec Châteauroux, tu vois. Ok. Et un jour, on s'appelle, un jour, je crois, on avait craqué tous les deux, on s'est appelé, on s'est dit, allez, on y va. On est tous les deux, on y va, tu vois. On est tous les deux, on s'est dit, allez, bien, on y va, on s'est jamais, en plus, tu vois, c'était très bon projet et tout, tu vois, pour le national. Bon projet, financièrement, on se retrouvait quand même un peu, tu vois. Et voilà, je pense que après ça m'a fait du bien d'avoir cet appel-là aussi, parce que voilà, c'est un ami très proche. Et voilà, comme je connaissais très bien le personnage et lui aussi, ça nous a aidé déjà à notre adaptation dès qu'on arrive à Châteauroux, tu vois. Mhm. Ouais, et puis l'équipe, je vous coupe 2 secondes, calmez-vous, je vais pas vous demander de vous abonner, mon petit doigt me dit que c'est déjà fait. Non, aujourd'hui, c'est moi qui veux vous offrir quelque chose. Je vous annonce que je lance la newsletter au cœur du jeu pour partager avec vous des réflexions sur des choses que j'ai appris dans le podcast, vous donner des nouvelles et des actualités sur des joueurs qui sont passés dans le podcast, des conseils et bien plus encore. C'est gratuit et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien que je vous ai mis dans la description et elle est à vous. C'est cadeau. Tant qu'on y est, abonnez-vous. On en avait parlé, de l'importance de l'environnement. Comme quoi un environnement pouvait transcender un joueur ou pouvait même le freiner. Et puis là, peut-être que d'aller dans un endroit où c'est pas le niveau que tu veux, mais où t'es désiré, et puis d'aller avec un bon pote à toi, tu te dis peut-être que c'est aussi mettre les chances de son côté. Et je rajoute à ça le fait que tu sors derrière l'histoire de foot, comme je dis souvent, peut-être que je l'ai dit la dernière fois aussi, il y a l'aventure humaine, et là, quand tu vis un moment qui est difficile avec un décès dans la famille, tu te dis, bon, peut-être que se remettre dans un contexte où je prends du plaisir, je me reconnecte vraiment à la base, juste je prends du plaisir. Bon, je gagne ma vie en faisant du foot, c'est cool, je me nourris ma famille avec ça, mais je prends du plaisir, je suis entouré de gens que j'apprécie, peut-être aussi que c'est le meilleur contexte pour faire passer les choses. Ouais, aussi. Après, j'arrivais pas en terrain inconnu, parce que Châteauroux, j'ai connu il y a 2 ans. Je suis de Limoges. Limoges, Châteauroux, c'est 1 heure. Je connaissais du monde déjà dans la ville, tu vois. Et en soi, non, au début, c'était dur. Quand je fais la route pour venir à Châteauroux, c'est très compliqué, parce que je suis à 2 doigts de pas signer. Parce qu'au final, tout me rattrape et je me dis, non, tu peux pas faire un saut aussi gros, tu vois. Genre, attends, sois patient, sois patient. Et tu signes à quel moment dans le mercato à Châteauroux? Je signe mi-juin, je crois. Ah, ok, donc tu te dis peut-être que j'attends juillet, peut-être la reprise même. C'est ça. Qu'il y aura après, moi, je voulais pas ne pas faire une prépa, tu vois. Je voulais pas arriver dans un groupe et être en décalage avec la prépa. Ouais. Je voulais pas ça, et en plus, c'est anxiogène pour tes proches, tu vois. Même si moi, je suis un peu mon poutiste, je pense que pour autour de toi, c'est assez, c'est préoccupant. Je pense que les gens, après, ils commencent à s'inquiéter et tout ça. Et genre, voilà, j'ai eu un coup de téléphone de ma mère qui me dit, écoute, vas-y. Alors, je sais pas ce qu'il fait demain, vas-y, aujourd'hui, t'es un enfant. Tu peux pas te permettre de jouer sur l'avenir, tu vois.
Tu sais pas tu sais pas ce qu'il fait demain, genre, vas-y. Genre, tu gagnes ta vie, tu travailles. Voilà, c'est histoire de se dire, t'as un projet, t'arrêtes pas le foot. Et puis après, adviendra ce qu'il viendra, tu vois. Elle me dit, ça s'arrête pas maintenant, ça s'arrêtera pas. C'est pas parce que tu descends de 2 étages qu'en gros, c'est fini pour toi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est dur à encaisser quand même. Est-ce que tu mets un peu de temps à avaler la pilule ou vas-y, c'est... Ouais, je mets un peu de Ouais. temps parce que je mets un peu de temps parce que j'ai mon coach du centre de formation qui est adjoint de Thierry Lauré à l'époque au PFC, qui, quand on joue en amical avec Châteauroux PFC, qui me dit, j'essaie de t'appeler plusieurs fois. Il me disait de t'appeler plusieurs fois, je t'ai pas eu. On voulait te faire venir, on voulait te faire signer et tout. Et je lui dis, me dis pas ça maintenant, me dis pas ça maintenant, j'ai signé pour 2 ans, tu veux dire ça maintenant. Et bref, il me disait, mais après on a une longue discussion et tout. Et je me souviens à l'époque, enfin, je m'embrouillais un peu avec mon agent parce que je lui dis, ouais, comment t'as pas eu le PFC alors que Fabi, tu vois, genre, peut-être moi j'avais sur les numéros de téléphone à cette période-là, mais je t'avais dit que Fabi, c'est pas un moment qu'il me disait qu'il me voulait, tu vois. Mais après, voilà, genre, sur le moment, t'es un peu énervé, mais après, quand tu vois l'équipe qu'ils ont construit le club pour cette première saison nationale, quand on est à Châteauroux, t'es content. C'est vrai que tu dis avec des bons joueurs, des joueurs qui ont joué au-dessus aussi. Je suis avec Ben, ça me rassure. Et après, je me dis, ben, en tous les cas, en fait, reviens-en au fait. Genre, viens prendre du plaisir. Viens prendre Ouais. du plaisir, essaie de retrouver. Ça fait... Parce que 2 ans, t'as pas vraiment joué, tu vois. Vas-y, ça va te faire du bien. Et puis, et puis au final, après, vraiment pas déçu parce que un super groupe déjà. Un super groupe. Et on a fait une bonne saison, même si les objectifs n'ont pas été atteints pour la première saison, mais un super groupe, quoi. L'objectif sur cette première saison-là, c'est quoi? C'est la montée? Ouais, c'était la montée. Hein. Ok. C'était la montée. On n'y passe pas loin, même si je pense qu'on avait le groupe. On avait le groupe vraiment large pour monter, tu vois. Ouais. Après, le football, il est aléatoire. Hein. Comme quoi. Ouais. Bah, comme je te disais, je- cette année, nous, on était, quand on a fait notre recrutement, tout le monde a dit, on va être un des favoris de la poule. Là, on a 9 points de retard sur le premier non relégable. Donc, ouais. Aléatoire, c'est peu dire. Il y a plusieurs ingrédients qu'il faut pour que ça fonctionne. Ouais, je Donc, pense tu que en t'engages, soi, ouais. il y avait tout pour que ça fonctionne, tu vois. Parce que cette période-là, il y a des gros noms, tu vois. Il y a Nolan Roux, Ouais. qui a une grosse carrière en Ligue 1 quand même, tu vois. On recrute des bons joueurs ça recrute des bons joueurs comme Thomas Robinet, qui est aujourd'hui en première division aux Pays-Bas. Mhm. Il y a des jeunes il y a des jeunes pousses qui étaient vraiment forts, tu vois. En fait, oui, le groupe était homogène, il y avait de la qualité vraiment partout. En plus, on avait un groupe large et je trouvais il y avait vraiment des bons joueurs à toutes les lignes, tu vois. Ouais. Donc, en soi, même, partout où on allait, plus ou moins, on impressionnait. Mais après, quand je retrouve sur le canal, c'est autre chose, tu vois. Ouais. C'est C'est autre clair. chose. Et du coup, cette première saison-là, vous ratez la montée. L'objectif n'est pas atteint. La deuxième saison, qui est ta dernière année de contrat, Mais de ce premier contrat-là, comment elle se passe? elle commence plus ou moins bien. Elle commence plus ou moins bien, on va dire. On joue beaucoup de promus et on n'arrive pas à les gagner, tu vois. On n'arrive pas à les gagner, mais on arrive à enchaîner des bons résultats. Après, je ne sais ce qui se passe. De tous les côtés, ça s'est désuni déjà. C'est désuni, il y a un changement de coach. Je crois que c'est l'adjoint qui prend.
Même au niveau du club et tout, ça commence à partir un peu de tous les côtés, tu vois. Et, au final, ben, à l'image de ce qui se passe, à l'image de ce qui se passe en coulisses, en haut, tu vois, genre c'est beaucoup de prises de, beaucoup de prises de tête et beaucoup d'incompréhension. Et au final, ben, voilà, sur le terrain, ça se voit aussi. Après, Est-ce que personnellement, tu moi, peux, est-ce que dis-moi. tu peux expliquer comment, euh, comment ça affecte le terrain? Je dis ça parce que moi, c'est un truc que c'est ce qui est cool dans mon aventure dans le foot, c'est que j'apprends à tous les âges. Il y Ouais, a des, tu sais, il y a des fois, il y a des mythes ou il y a des histoires qu'on raconte sur le foot et puis j'y croyais pas toujours. Ouais, quand quelqu'un dit, t'arrives dans un club, tu sens que c'est une institution, etc. Ça te fait jouer d'une certaine manière. Je me disais, bah, j'imagine, j'ai jamais été dans un grand club, donc je peux pas te dire. J'imagine que c'est vrai, mais je sais pas, à vérifier. Moi, cette ben, année, à l'inverse, je suis dans un club où, à tous les niveaux, ça va mal. Ça veut dire que c'est pas que le terrain, c'est au niveau ouais, financier, au niveau infrastructure, au niveau tout ça. Et en fait, j'ai appris cette année qu'en fait, putain, mais en fait, c'est vrai que c'est pas juste moi, je me pointe à l'entraînement, si je suis bon, on va gagner. Non, en fait, il y a tout un club. Quand tout le club va mal, ça se traduit aussi par des mauvais résultats sur le terrain. Quand tout le club va bien, j'imagine que ouais. ça doit avoir l'effet inverse. Donc, est-ce que tu peux Ouais, juste ouais, essayer d'expliquer comment ça se, ouais. après, l'expliquer en soi, genre, c'est pas, c'est compliqué de l'expliquer, tu vois. Mais je sais que, Ouais. genre, tu ressens quand, je n'importe quoi, un mec un peu plus haut, il descend pour te dire, je suis n'importe quoi. Ouais, les primes de match, on va les baisser, par exemple. Ou nous, joueurs, Ouais. on n'est pas d'accord par rapport aux primes de match. Et il explique pourquoi les primes de match, elles sont si basses. Et sur le moment, tu es un peu frustré, il y a plein de choses qui sont prises en compte, tu vois. Et déjà, si tu n'arrives pas à comment ça s'appelle, t'allier avec tes joueurs dans ce domaine-là, c'est compliqué. Hmm. Je pense que les primes de match, tu les négocies déjà plus tôt, tu vois, dans une saison. Et chose que nous, on avait fait où on était déjà en désaccord avec les dirigeants un peu plus haut. Après ça, ça revient un peu partout, tu vois, mais c'est des choses qui créent un couac entre les dirigeants et Ouais. un groupe déjà. Déjà dans ce domaine-là, on avait un problème. Et après, tout ce qui se passait en gros, je pense qu'il y avait beaucoup de désaccords et plein d'autres choses qui se faisaient en haut que nous, on n'était pas au courant. Mais quand on venait nous descendre les infos en bas, ben, c'était plus dans un truc, vous mêlez pas, nous on gère, mais indirectement, genre, je sais n'importe quoi. Demain, tu me dis, ouais, on a des problèmes financiers, mais t'inquiète pas, on va gérer ça. On arrive le mois d'après, euh, tu dois avoir des prélèvements, je sais pas quoi, peu importe. Tu dois payer quelque chose, mais tu vois que ton salaire, il n'est pas passé. Hmm. Tu te pointes, pourquoi? Un autre, il se pointe, pourquoi? Si, ça. Au final, après, ben, indirectement, psychologiquement, ça y joue, tu vois. Et pour peu- c'est souvent financier, tu vois, les trucs comme ça, mais indirectement, ça y joue, parce qu'en fait, tu dis, ouais, je serai dans un endroit où ça pue la sérénité, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ensuite, tu vois? Ouais. C'est-à-dire, accumulation des choses comme ça. Après, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, il y a d'autres problèmes qui vont arriver parce que ça va créer un peu des conflits parce que tu vas des fois questionner les personnes qui n'ont rien à voir avec ça, tu vois. Ça crée des tensions. C'est anxiogène pour plein de Ouais. choses, hein, mais à partir du moment où tout est carré et que tu ressens la sérénité dans tous les domaines, ben, je pense après tu es un peu tranquille au niveau du carré vert, tu vois. Hmm. Mais là, je sais qu'il y avait un peu des problèmes un peu partout parce que entre actionnaires et je crois ils se retrouvaient pas dans certaines zones au niveau du club, tu vois, ce qui faisait que quand nous on nous faisait passer certaines infos, eh ben nous directement pam, ça nous questionnait en disant ah ouais, qu'est-ce qui va se passer dans un mois, qu'est-ce qui va se Ouais, passer ouais, dans deux ouais, ouais. mois, tu vois. Et indirectement, ben, on l'a ressenti un peu sur le terrain, tu vois. Et c'est ce qui a fait qu'on a fait une saison un peu bizarre. Et on s'est maintenu la dernière journée, alors que je crois, peut-être 10 journées de la fin, on peut jouer encore la montée, je crois, un truc comme ça. Au final, on coule à petit feu, et au final, on joue le maintien la dernière journée. Après, moi, personnellement, je crois que c'est
mon année la plus compliquée que j'ai vécue, tu vois, parce que parce que footballistiquement, au début, ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, ben, j'enchaîne par une blessure. J'arrive à revenir, ça se passe bien, je enchaîne par une blessure. J'arrive à revenir, ça se passe bien et j'ai des petits soucis en interne. Et après, ben, je subis ma grosse blessure, tu vois. La plus grosse blessure que j'ai subie de ma carrière, tu vois, je l'ai subie. C'est quoi la blessure? Traumatisme rotulien du genou. Ok. C'est-à-dire, je subis ma blessure et je suis en fin de contrat. Et je suis en fin de contrat et personne n'est au courant enfin, tous les mecs qui sont en fin de contrat, personne n'est au courant de ce qui va se passer pour la suite, tu vois. Elle arrive quand la blessure? Elle arrive avril, fin mars, Oh, début avril, je crois. avril. À peu près cette période-là, là. Elle arrive à Ok. peu près cette période-là, je crois qu'il restait pas beaucoup de matchs. Et ouais, elle arrive fin mars, début avril, et tout seul en plus. Euh, Tout seul, et je sais que sur le moment, je suis repeiné parce qu'en fait, j'ai quelques clubs qui m'approchaient, tu vois, pour l'année d'après pour la Ligue 2. Et je sais qu'à ce moment-là, déjà, je suis au courant que ça va être compliqué. Et donc, je le vis très mal, tu vois. Je Ouais. le vis très mal. Je connais pas cette blessure-là. T'en as pour combien de temps? C'est quoi C'est une blessure super traître. Parce que, en gros, je me fais pas opérer. Ok. Je me fais pas opérer. Mais ma jambe, elle est aiguë. Ok. Ça veut dire, j'ai plus de connexion entre mon quadri et mon genou. Ce qui fait que et je me rends compte plus tard, ça, tu vois. Je me rends compte plus tard Mhm. parce qu'en fait, soit au début, je suis en béquille et tout, j'ai la telle, c'est-à-dire, je me rends pas compte réellement. Et, je me rends compte peu de temps. Je crois une fois, je rentre dans ma voiture pour aller en soins. Et je vois que j'arrive pas à lever ma jambe tout seul, tu vois. Et je m'étais dit, c'était par rapport à la douleur et tout, mais en fait, rien à voir. C'est que ma jambe, elle avait, tu vois, t'es plus connecté, tu vois. Elle était plus Ok. connectée. Ça veut dire, je suis plein de démarches, mais à cette période-là, t'es un peu, avec ce qui se passe au club et tout, on a un peu du bras à nous-mêmes, tu vois. Même si les kinés de l'époque, ils m'ont pas, les kinés d'époque, certains, et les docs qu'on avait, ils m'ont pas vraiment abandonné. Mais c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, c'est-à-dire, c'est ma première blessure, c'est-à-dire, je sais pas comment procéder sur les choses, tu vois. Hmm. C'est-à-dire, je suis un peu perdu, mais voilà, je vais renseigner un peu partout, je demande et tout, on me donne. J'ai des mecs qui m'accompagnent plus ou moins, tu vois. J'ai des joueurs qui connaissaient ça, qui ont réussi un peu à me guider à ce moment-là, tu vois. J'ai en plus j'ai mon petit dernier qui allait arriver. C'est-à-dire ça met un deuxième coup un peu psychologiquement, tu vois, une femme qui était enceinte à cette période-là. Et voilà, j'ai vu les choses un peu difficilement, mais avec du recul, je lui ai dit, de toute façon, t'as pas le choix. Là, t'es blessé, tu y es. Maintenant, il faut tout faire pour essayer de revenir, tu vois. Mais c'est vrai que cette blessure-là elle m'a surpris parce que je m'attendais pas à être en arrêt aussi longtemps, je crois. Au final, t'as été, ça va à la conclusion un peu, t'as été en arrêt combien de temps? J'ai pas joué pendant un an et j'étais en arrêt presque 8 mois. Ah ouais, donc en fait la saison, ouais, c'est que même, tu peux même pas revenir vite pour trouver un autre contrat. En fait, la saison blanche, c'est ça qui l'explique. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, bah, en fait, c'est qu'on se trompe de diagnostic plusieurs fois, tu vois. C'est-à-dire que je suis à la recherche de savoir ce que j'ai et au début, on me dit c'est croisé. Au final, non. Après, on me dit c'est le Hmm. ménisque. Au final, non. Après, je vais à Lyon voir son côté qui me dit c'est l'entorse. Au final, non. Et après, je me retrouve à Clairefontaine et j'ai le médecin qui oriente mon genou et tout.
et qui lui dit le problème, en fait, aujourd'hui dans le foot, c'est que dès que quelqu'un se blesse au genou, ben, on dit que c'est les croisés. Oui, c'est le premier truc qu'on regarde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, lui, il regarde et tout. Il me dit non, t'as rien de tout ça. Il m'a dit, mais t'as un truc qu'il faut travailler, qu'il faut en gros, on en charge rapidement, tu vois. Et je lui demande, je lui dis, j'ai quoi? Il me dit, t'as un traumatisme rotulien. Il m'a dit, en gros, c'est pour ça que tu n'arrives plus à. En gros, ta jambe. C'est lui qui m'a dit, quand vraiment, il m'a dit, ta jambe, elle est dégueu. Il m'a dit, c'est pour ça que t'arrives pas à lever ta jambe et tout ça, que ton genou, quand tu le plies, et, du moins, quand tu essaies de le plier, ben, il réagit pas et tout ça. Il m'a dit, après ça, il m'a dit, tu vas réussir à reconnaître ça rapidement si tu, en faisant certaines choses. Il m'a dit, mais pour courir et tout, ça va prendre du temps et tout, tu vois. Il m'a dit même bien marcher, ça va prendre du temps. C'est-à-dire, ça me rassure comme ça me rassure pas, tu vois. Parce que je m'en souviens, je sors de Clairefontaine. Au début, on me dit, ouais, ça peut durer, on me dit, ça peut durer 3 mois, comme ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer 8 mois, tu vois. On me dit pas exactement, on m'a dit en plus, tu te fais pas opérer. Donc, ça dépend de comment ton genou va réagir, comment tu vas reprendre un peu de muscle et tout. Il m'a dit, ça dépend pas que de toi. J'ai dit, ok. Et au final, en plus, j'ai Concarneau qui monte en Ligue 2. J'ai Concarneau qui me contacte pour savoir ce qu'il en est pour moi, tu vois. Et en gros, le coach m'appelle, il me dit, ouais, écoute, moi je voudrais récupérer et tout ça. Mais il m'explique pourquoi, il essaie de savoir pourquoi j'ai pas joué en fin de saison et tout. Je lui dis, je suis blessé. Il me demande la blessure et tout, je lui explique. Et en gros, on discute longuement et tout. Et je lui dis, coach, je vais vous dire la vérité, ma blessure elle est bizarre. Si vous pouvez prendre quelqu'un d'autre, prenez quelqu'un d'autre. J'ai dit, exactement, je lui ai dit, parce que vu comment c'est parti. Là, je sais même pas pour combien de temps j'en ai. Je sais même pas pour combien de temps je suis arrêté et tout. Donc, si vous avez d'autres pistes, prenez-les. Je sais que c'est pas ce qui manquera, mais prenez-les. Il m'a dit, c'est sincère de ta part et tout ça. On a bien expliqué par rapport à ça. Il m'a dit que j'ai quand même renseigné via le centre médical de Clairefontaine pour savoir ce qu'il en est de toi et tout. Et au final, il les a bien eu, tu vois. Genre, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, on l'a eu et tout. On lui a expliqué comme quoi t'avais une blessure qui est très rare et très aussi à la fois. Et après, au final, ben, voilà, ils ont dit, carrément, ils ont dit, ce qu'il vous a dit, il a raison, il n'a pas été, il n'a pas essayé de vous berner en vous disant, ouais, laissez-moi le temps, je sais pas quoi. C'est vraiment pas quand ce qu'il va reprendre, et nous non plus, tu vois. Et c'est-à-dire, je fais plusieurs passages à Clairefontaine, et j'arrive pas à retrouver, je crois que j'arrive à retrouver le sensation, mais au final, c'est très compliqué. Et il arrive une fois, on fait un test, ça s'appelle la méthode Alien, c'est un peu psychologique, tu vois, avec des écouteurs et tout. Et d'ailleurs, ils s'en servent avec ma vidéo maintenant à Clairefontaine quand ils font des études et qu'ils rencontrent d'autres kinés, tu vois. Et en fait, c'est que j'arrive pas à lever ma jambe, et avec un certain son et certaines indications que va te dire le kiné, ça prend du temps quand même, je te dis ça rapide. Et ben après, t'arrives à reconnecter un peu le cerveau à la jambe. Et au final, c'est à partir de là où j'ai réussi à retrouver un peu la sensation de ma jambe, tu vois. Et j'ai pu travailler. C'est là que j'ai pu travailler encore. J'ai dû travailler un peu déjà à ce niveau-là, grâce à ça, tu vois. Alors c'est chaud parce que moi je suis un habitué des blessures. Ouais. Et c'est bizarre un peu à dire, mais il y a une partie que j'ai fini par apprendre à apprécier dans les blessures, c'est une fois que je sais ce que j'ai, que tu me donnes le diagnostic, c'est vas-y, je sais que j'ai telles étapes à franchir, bah ça devient, je vais pas dire ça autrement, ça devient un peu un jeu où je me dis vas-y, ok, quand je me suis fait la cheville la première fois, c'est ok, marcher ça doit prendre tant de temps, vas-y, j'ai ma liste d'exercices et je me bute à ça tous les jours. Je sais qu'en faisant ça, j'arrive à marcher. Ok, maintenant j'arrive à faire des montées. Ok, maintenant j'arrive à faire mon excentrique. Ok, maintenant des petits sauts. Ok, maintenant la course, maintenant les passes. Et puis, t'as des petits trucs comme ça. Et ce qui facilite la tâche de mon expérience, c'est d'avoir des objectifs clairs et définis.
Parce que si quand je suis blessé, je regarde à 8 mois, je sais pas ce que je me fais, mais non, c'est trop long. Non, Non, en ok, plus, c'est que tu te découpes et t'as des petites étapes. Mais là, toi, ce qui t'est arrivé, de pas savoir, ça fait que t'es dans un brouillard complet. ouais, D'aller voir des experts, parce que c'est ça aussi où c'est pas nécessairement des sciences exactes. Tu te fais une déchirure, il y a image, tout ça, c'est c'est clair. ça. Mais quand tu tombes sur un professionnel qui te dit un truc, vas-y, ok, j'ai eu ma réponse, maintenant je sais ce que j'ai à faire. 2 semaines après, je dis, mais attends, mais ce que tu m'as dit, ça fonctionne pas. Et puis un deuxième, et puis un troisième. Déjà que la blessure, elle est pas facile à gérer. En plus, la prise en charge, elle complique la tâche. Si en plus t'as un truc qui est super rare, qui complique encore plus la tâche, je me dis que euh, mentalement, ça doit pas être évident à gérer. Si je rajoute à ça la chance que j'ai eue dans les années où j'étais blessé, c'est que j'étais sous contrat, donc c'est arrivé sur le temps du club. Moi, j'ai une sécurité, mais si ça arrive pendant que j'ai pas d'équipe. Tu vois, genre quand je faisais ma reprise, j'étais dans le vestiaire avec les gars, j'allais voir les matchs. Je suis dans l'équipe. Je suis inutile, mais je suis dans l'équipe. Ouais. Avoir tout ça, en plus une année où t'es sans contrat, c'est comment dans la tête? Franchement, c'est parce que déjà, c'était ma première blessure, ma Hmm, première grosse blessure, et deux, ça arrive quand j'ai pas de club. hmm. Ça veut dire, t'as l'impression que tout le monde te laisse tomber, tu vois. C'est quand j'entendais certaines personnes dire ça, tu te dis non, c'est pas, tu vois. Je pense que les gens ils matent un peu, mais c'est vraiment le cas parce qu'en fait, t'es livré à toi-même Hmm. et sur le moment, genre, t'es, déjà, tu regardes les gens de loin. Parce qu'en fait, tu vois tout ce qui se passe sur prépa et tout. Tu vois les gens comment ils ont repris tout ça. Mais toi, sur le moment, t'es... ah ouais. Genre, je m'en souviens, quand je fais mon premier séjour à Clairefontaine, qui est un séjour limite pathétique pour moi, tu vois. Parce qu'en Ouais. fait, je le suis, mais il peut pas rien faire pour moi. C'est-à-dire, je fais 2 semaines là-bas, mais en gros, ils me font travailler, mais même eux, ils se disent, écoute, on a fait ce qu'on a pu. Hmm. Genre, tu vois. Maintenant, alors, si tu reviens la prochaine fois et tout ça, genre, espérant qu'il y aura du nouveau et tout ça, c'est-à-dire, quand je quitte la Clairefontaine, je rentre dans le sud pour pouvoir continuer plus ou moins une rééducation pour voir comment je peux faire pour m'améliorer, tu vois. Ouais. Je suis dépité déjà. Là, je suis dépité parce qu'en fait, je me dis, Clairefontaine, c'est connu, comment même eux, genre, en gros, ils m'ont trouvé l'investi, ils n'arrivent pas à me remettre directement sur pied, tu vois. Hmm. Même s'ils avaient fait un gros du travail, parce qu'en fait, ils avaient réussi à m'activer ma jambe, tu vois. Ouais. Mais sur le coup, moi, je m'étais dit, waouh. Genre, genre, je me disais, en fait, c'est trop là pour moi. Genre, j'arrive pas à me rendre compte que, genre, ma prépa, il va rien se passer, gros. En gros, je vais même pas avoir de groupe ou de trucs pour, tu vois, j'ai pas d'accompagnement, c'est moi et moi tout seul, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive à Marseille, comment ça s'appelle, je suis au centre de Saint-Martin, où il y a un mec qui est prépa physique là-bas, avec qui j'étais au centre de formation à Montpellier, qui est devenu prépa physique. Je suis avec lui là-bas, et un kiné que je découvre, qui devient un ami aujourd'hui, qui s'appelle Pierre Carlo, Mhm. qui m'a accompagné pendant très 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 tout mon séjour, qui m'a vraiment accompagné, qui m'a été franchement d'une bienveillance à mon égard et même d'une aide vraiment énorme, et qui m'a accompagné, mais quand il sentait que j'étais dans le dur, il me le disait. Quand il sentait que c'était compliqué, il me le disait, mais de tout, tu vois. En fait, c'est que tout l'environnement de là-bas, l'ambiance et tout qu'il y avait, remplaçait le fait que j'avais un groupe de foot. Tu vois, Ouais. j'étais dans un groupe de foot. En fait, j'étais là-bas H24 et je prenais du plaisir à y aller, même si par moments c'était dur, je prenais tout le temps du plaisir à y aller. Je sais pas combien de temps là-bas, je crois que j'ai été un des mecs qui était resté plus longtemps là-bas tellement. Et j'ai pris du plaisir à y aller comme si j'allais au foot.
même si par moments c'était un peu compliqué. Mais j'ai vraiment pris du plaisir à aller là-bas comme si j'allais au foot parce qu'en fait, c'était une super bonne ambiance. Ça me permettait de travailler sereinement, tu vois, et de me dire, c'est grâce à là-bas où j'ai pu me dire, ça prendra tant que ça prendra, mais l'essentiel c'est que je revienne en bonne santé, au moins que tu vois, je puisse retrouver des sensations propres à moi, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui m'a grandement aidé. La clinique de Saint-Martin m'a grandement aidé pour ça. Et Pierre, et je remercie Pierre vraiment parce qu'en fait, j'ai vraiment vu des progrès de quand je suis arrivé là-bas et quand j'ai quitté là-bas, tu vois. Je m'en souviens que je faisais la machine à Cybex et en fait, j'avais un creux à 80%, je crois, j'avais un creux qui faisait que j'avais aucune force à une période. Et ce creux-là, en fait, il m'a suivi pendant très longtemps parce qu'en fait, ça me mettait comme un genre de dodane sur le passage quand je voulais faire passer mon genou. Et qu'en fait, ce passage-là, en fait, il allait m'aider pour pouvoir courir, mais genre courir sereinement, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, ce passage-là, je n'arrivais pas à le passer. Et à chaque fois, il me faisait travailler, il me faisait travailler sur ça, il me faisait travailler ça, il me faisait travailler sur ça. Et entre-temps, je faisais quelques passages à Clairefontaine là-bas pour pouvoir voir plus ou moins les améliorations que j'avais fait entre Marseille et Clairefontaine, tu vois. Et en arrivant à Clairefontaine, à chaque fois, il voyait des améliorations. Il me disait, ah ouais, c'est bien et tout, tu vois. En fait, c'est un budget. Ouais, ça valide le travail qui est fait. Ouais, entre temps, je faisais passer le message de certaines évolutions que j'avais et tout ça. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais à Clairefontaine, quand je passais à Marseille, Clairefontaine, c'était content, tu vois. C'est-à-dire, ils avaient beaucoup plus de tubes pour me faire travailler normalement, tu vois, comme tout le monde. Et au final, je me disais, ça avance, même si ça a mis du temps, ça a quand même avancé, parce que je me suis mis à courir au bout de 5 mois et demi, 6 mois, je crois, pour j'ai réussi à courir. Donc, la saison se termine. Finalement, tu signes pas à l'USO parce que Mokedem part à Sochaux, je crois. C'est ça. Il part à Sochaux, tu vas en... Donc ça se fait pas. Tu pars faire un stage avec le club d'Azerbaïdjan avec lequel tu devais signer à la trêve. Ouais. Et pourquoi ça se fait pas finalement, cet été-là avec eux? Parce qu'en fait, au final, on se met d'accord sur des conditions que moi, que je devais venir déjà à la trêve quand j'étais en vrac il y a 6 mois. Et au final, il me propose autre chose. Il me propose autre chose après le stage. Et au final, c'est pas fait à cause de tout ça, quoi. Il te propose moins bien ou ouais. Moins bien, en fait, les conditions. Après, ce qu'il m'a expliqué, c'est que eux, ils attendaient à faire l'Europa League Conférence. Au final, ils la font pas. C'est-à-dire, ils coupent un peu le budget, ce qui me dit au niveau de leurs finances. C'est-à-dire, ils peuvent pas me proposer la même chose, alors que moi, quand je viens en stage, au début, ils me disent pas ça directement, tu vois. Ouais, je vois. Donc ça non plus, ça se fait pas. On est quand là à peu près dans le mercato d'été, quand ça se fait pas avec ce club-là? On est début juillet, début mi-juillet, parce que je crois je fais un stage là-bas de 2 semaines. Bon, après, je fais un stage aussi long. 2 semaines en Turquie en été. On joue contre des équipes pas mal en plus, qui sont en première division turque et tout. Local. Ouais, mi-juillet, début mi-juillet. Ok. Donc tu fais ça le fait pas. Mi-juillet, en plus tu disais que la saison précédente, non, il y a 2 saisons avant. Justement, tu voulais t'engager, pas rater la prépa. Partir avec un club, là, le début de prépa, il est raté déjà. Là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec eux, le fait que je sois resté 2 semaines, ça m'a aidé à être, physiquement, au moins, tu l'as ta prépa. Et peut-être pas avec le club avec lequel tu vas faire la saison, mais au moins, physiquement, t'as commencé en même temps que tout le monde. Voilà. À ce moment-là, c'est quoi les options et puis tu t'enlignes vers quoi? Écoute, après, à ce moment-là, je rentre, après la Turquie, je rentre. J'ai un mini contact avec Martigues, auquel je me suis accroché pendant un moment quand même, tu vois. J'ai un contact avec Aubagne aussi. Avec Aubagne, direct parce que le coach d'Aubagne, c'est celui que j'avais à Châteauroux. Donc, j'ai un contact direct. Après, j'ai Châteauroux qui vient parce que le directeur sportif, c'était mon agent, tu vois.
avec qui j'ai un lien fort parce que on se voit peu de temps avant parce qu'il vient l'anniversaire de mon fils. Mhm. C'est les 4 ans de mon fils. Et comme sa fille, c'est ma filleule aussi, donc voilà, c'est très, très connecté. Et Jerry me rappelle, il me dit, écoute, j'ai le coach qui est là, Châteauroux. Le coach qui est là, Châteauroux, il veut te voir. Il veut te voir, il me dit, tu viens pendant une semaine. Après, on voit, tu vois. Je dis, écoute, là, comme je suis, vas-y, je viens, tu vois. J'ai rien, Ouais. J'ai rien d'autre. je reviens à Châteauroux. On va familier, plus ou moins, tu vois, pas grand-chose qui a changé. Je m'entraîne un jour, 1 ou 2 jours. Ils me reconvoquent, lui, c'est moi le coach et tout aussi. Hmm. Est-ce que le coach, il a changé depuis la saison où tu étais? Est-ce qu'au niveau de la direction, ça a changé aussi? Parce que je pense il y a je sais pas si c'est l'été où tu t'arrêtes, où ils sont relégués administrativement et que C'est finalement, ça. ils se maintiennent en national. Ouais, c'est ça. Donc, au niveau de la direction, ça a changé entre-temps aussi? Les bureaux et tout, tout a changé. Ok. Ouais, donc tu reviens pas dans on en parle une troisième fois là, de l'importance de l'environnement, tu reviens pas dans le Il est même, pas- voilà, Ouais. le même club, mais c'est pas le même bazar, on va dire. Ah, voilà, c'est ça. Et puis voilà, hein, j'arrive, je m'entraîne quelques jours, après on fait la proposition de contrat, je signe, et puis voilà, après ça repartit. Hmm. Et comment elle se passe cette saison? C'est un peu, non, là on est en plein dedans, on est dans le money time en plus. Ouais. Euh, elle est un peu compliquée pour vous au niveau indiv et collectif. C'est quoi un peu ton ressenti sur la saison? Euh, En fait, on commence, il y a beaucoup de joueurs de la saison passée qui sont partis. Mhm. C'est-à-dire, ils gardent quelques joueurs, tu vois, mais faut tout reconstruire. Hmm. Tout reconstruire avec un nouveau coach, tout nouveau, tu vois. C'est-à-dire, pendant toute la prépa, c'est limite, toute la prépa, c'est un test. Avec que des mecs en essai qui arrivent de Ouais. partout. C'est un peu un foutoir au niveau préparation, tu vois. C'est-à-dire, la préparation, on la trouve un peu tranquille. Parce que il y a beaucoup de mecs qui viennent. En fait, c'est un défilé de mecs en essai, tu vois. Hmm. Et Ok, il je vois. faut construire une équipe rapidement quand même. En soi, la préparation, on n'a pas une réelle préparation, mais je trouve au niveau des matchs amicaux, c'est pas dégueulasse. Sur les matchs amicaux qu'on a eu, tu vois. C'est pas dégueulasse. Et je parle collectivement, tu vois. C'est vraiment pas dégueulasse. Et on arrive le premier match de championnat où on perd directement, tu vois. Après, voilà, on se retrouve avec un coach qui est un peu à l'ancienne et tout, tu vois. Ça veut dire, pour l'identité du groupe, je suis pas sûr que ça collait directement. Mhm. Même si on a eu des résultats, enfin, il nous a inculqué une méthode de travail qui était la chaîne et qui était pas mal aussi, tu vois. Mais je suis pas sûr que ça collait à tout le monde. Et, euh, et voilà, donc un peu compliqué le début de saison. Après, individuellement aussi un peu compliqué parce que voilà, je retrouve un groupe. Euh, Premier match dans le groupe, mais je suis remplaçant. Après, je sors du groupe. Enfin, je fais un peu le yo-yo, tu vois. Après, il me réintègre et au final, il me fait jouer titulaire. Il se passe certaines situations où il m'enlève, où en gros, je me fais un peu tirer dessus. Je me fais un peu tirer dessus et puis voilà, ça me met un peu, pas ça me met dans le doute, mais en gros, ça crée un petit fossé entre notre relation, tu vois. Mhm. Et puis, en gros, genre, j'en entends pas énormément de lui et je pense que sur le moment, là, sur la période, lui non plus. Et après, au final, voilà, genre, je reviens un peu sur le devant de la scène, mais ça se passe bien. Sauf qu'après, il y a un petit problème et il s'en va, tu vois. Il y a un petit problème avec le groupe et il s'en va. Et il y a Chris qui arrive, qui récupère un groupe malade un peu, tu vois. Un groupe malade avec
très peu de confiance en soi au niveau, je pense, individuel, tu vois, genre, parce que voilà, les résultats ne suivent pas. Et, et voilà, il arrive à colmater quelque chose quand même, tu vois. Il arrive vraiment à réunir, à créer une unité dans le groupe. Et c'est ce qui nous réussit un peu dernièrement, tu vois. Maintenant, la saison n'est pas finie, on est encore au fin fond du gouffre, mais voilà, j'espère que la suite elle sera meilleure. Comment il fait le nouveau coach, Chris, quand il arrive? Qu'est-ce qui fait que dans son approche, il arrive à insuffler quelque chose de positif et à changer la donne? Parce que nous, on a eu la situation aussi avec un nouveau coach qui arrive en cours de saison. Et puis, bah, voilà. C'est pas le sujet, mais moi, je sais comment il est arrivé, comment ça a été accueilli, comment ça s'est passé. Donc, je demande pour quelqu'un qui a, de ton côté, c'est toi l'invité, avec un coach qui a réussi à bien le prendre. Genre, qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé et qu'il a, parce que on se dit souvent, ça peut pas être pire, ça peut toujours être pire. Ça peut toujours être pire. Non, Donc, c'est vrai, ça peut être pire. donc ouais, comment il a fait pour arriver et bonifier la situation? Ça peut être pire parce que je l'ai connu 2 ans avant à Châteauroux et ça a été pire. Mais comment? Déjà, je pense qu'il a directement identifié son groupe, tu vois. Je pense, hein. Ok. Après, je ne peux pas te dire exactement comment sa méthode, mais je pense que le fait de bien identifier son groupe, de avoir un dialogue déjà même avec ceux qui sont un peu plus en retrait, ceux qui jouent un peu moins, tout ça, je pense que ça aide déjà à ce que les gens plus ou moins veuillent venir vers toi. Et comme je dis toujours, moi je pense que être coach, je pense que avant tout, humainement, faut savoir dialoguer avec ses joueurs, quitte à leur mentir et tout. J'ai toujours aimé ça. Mais je pense que le dialogue entre un coach et un joueur, il est très important. Faut avoir je pourrais pas dire ça. En fait, moi, c'est peut-être ma référence, elle est peut-être tronquée parce que moi, j'ai vu Furlan comment il a réagi avec le groupe qu'on avait l'année où on est monté en Ligue 1 avec Brest. Et c'est comme ça qu'il doit être un coach. Et le coach, il a pas tactiquement tout ce que tu veux, genre vas-y, il sera pas toujours bon et c'est son métier dans tous les cas, genre personne n'est parfait. Mais je pense que dans le côté humain chez un coach, je pense que c'est 80% du boulot, je pense. Parce que demain, tu vas avoir un groupe qui te suit, qui soit derrière toi, qui tire dans la même qui tire dans la même route que toi, tu vois. Je pense que un coach qui humainement arrive à parler avec ses joueurs et qui arrive à les maintenir, même quand c'est compliqué, je pense qu'il a gagné. Après le reste, tactiquement, tout ça, c'est des détails, tu vois. Mais je pense que le mec qui arrive à vraiment... Moi, j'ai vu avec Furlan à Brest. J'ai dit, le mec qui jouait le moins, eh ben, je te jure, des fois, tu disais, t'es sûr qu'il joue pas beaucoup? Moi, je voyais des Hugo Magnetti et tout. Ils jouaient pas beaucoup l'année en... Un mec s'appelait Pierre Magnan, qui joue à Saint-Malo, je crois, aujourd'hui. Ils jouaient pas beaucoup à l'époque à Brest, l'année en Ligue 1. Mais tu les vois en train, tu sais, c'est impossible, ils jouent pas beaucoup. Phénoménal, ils étaient déjà. Ouais. Et tu disais, c'est pas possible. Et je suis sûr et certain que tu les mettais dans n'importe quelle situation, genre tu les faisais rentrer, et ça allait être aussi bon que celui que tu titulaire. Ouais. Ah, c'est de dire que tout le monde soit investi, ça c'est sûr que ça passe par le côté humain. Ça. Parce que je veux dire, je trouvais qu'il arrivait à maintenir un niveau, enfin, je dis pas un niveau d'entraînement, tu vois, mais le niveau de maintenir les gens concernés, leur parler et tout, je trouvais que c'était incroyable. Et moi, je m'étais toujours dit, mais en fait, tu fais ça, ça a tout gagné, en fait. Ouais. Genre, peu importe, le mec, il va te suivre. Et c'est-à-dire, demain que t'es remplaçant, on va te changer, eh ben, tu vas être aussi important que le remplaçant parce que, en gros, le coach t'a toujours considéré tel. Ouais. Tu vois. Et je pense que ça, c'est, chez un coach, je crois, c'est très, enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je vois la chose comme ça. Et pour moi, je trouve que c'est très important chez un coach, le côté humain, tu vois. Le fait de maintenir, d'avoir des conversations, même si tu joues pas beaucoup, d'être là, à savoir, tu vois, te renseigner sur la personne, essayer de faire en sorte qu'elle soit toujours à l'aise quand elle vient à l'entraînement et qu'elle garde goût au football, tu vois. Et je trouvais que c'était, sa plus grande force, c'était là, tu vois.
Je pense Ça que se tient. Chris, il a eu un peu ce côté-là. Il y a les gens du groupe, tu vois, les gens de notre effectif. Et après, voilà, il a mis un peu plus d'exigence aussi, tu vois. Je pense que, voilà, pas tout le monde était à son plateforme déjà. Il a fait en sorte de mettre un point sur ça. Tout le monde est aujourd'hui beaucoup plus affûté, et beaucoup plus attention à son quotidien, comment il mange et tout. On est beaucoup plus structuré comme des professionnels, tu vois. Et Ok. je pense qu'il a mis cette exigence-là et ça nous aide aujourd'hui à être beaucoup plus, être meilleurs déjà sur le terrain. Ok. Ok. On espère que vous allez réussir à aller chercher le maintien. Il reste combien de journées là? Neuf? Ouais, neuf, je crois. C'est possible. Et là, vous êtes encore dans la zone. Je sais que vous avez gagné. Oui, on est encore dans la zone. Ouais. Après, c'est serré, hein. C'est Ouais. vraiment, je pense, je vais pas dire de conneries, mais je pense jusqu'à peut-être la 10e place, 10, 11e place, je dirais la bourre, tu vois. Ok. Ok. On va vous souhaiter d'aller chercher ce maintien-là. Euh, L'après-carrière, tu y penses? Ouais, de plus en plus. Ouais. De plus en plus. De plus en Qu'est-ce plus qui parce est... que, Ouais, dis-moi, euh, dis-moi. de plus en plus parce que, déjà, j'étais à deux doigts d'arrêter cet été. Ouais. Parce que, avec tout ce que j'avais vécu et tout, on commence à me poser des questions, tu vois. Et de plus en plus aussi parce qu'il faut y penser. On arrive à un âge où on est obligé d'y penser. Et je pense que le football aujourd'hui m'apporte plus que ce qu'il m'apportait à l'époque, tu vois. Je parle pas financièrement, mais genre plus Oui, oui. Au niveau de l'épanouissement. tu vois, personnellement. Et voilà, je pense que faut y penser. Est-ce que... qu'est-ce que ça t'évoque quand je te parle, t'as souri quand je t'ai parlé de l'après-carrière? Qu'est-ce qui te vient en tête quand tu penses à ça? C'est de l'appréhension, de l'excitation, de l'incertitude, tu sais pas, t'as une idée claire, t'as pas d'idée claire, c'est quoi un peu que t'as T'as dit, en... t'as dit beaucoup de choses et toutes ces choses elles se réunissent chez moi, tu vois. Entre excitation, incertitude, tout. C'est Ouais. un peu tout ce mélange, tu vois, mais ouais, après, voilà, moi je suis un mec qui aime vivre au jour le jour, tu vois. Même si c'est dur aujourd'hui, il faut un peu se projeter. Mais je sais que voilà, pour l'après-carrière, je sais que aujourd'hui rester dans le sport, c'est pas dans le foot, c'est pas un truc qui m'importe en premier. Hmm. Honnêtement, tu vois. Parce que le football est ce qu'il est, ça procure beaucoup de sensations, mais moi, je crois que pour moi, tu vois, ça m'a ça m'a mis des petits coups quand même. Ça m'a mis des petits bugs. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'ai donné quand même pour le foot. Après, c'est dur de se voir autre part aussi, tu vois, quand Hmm. t'as connu que ça. T'as connu que ça, mais j'ai soif d'apprendre vraiment d'autres choses. Donc voilà, faudra se pencher un peu plus sérieusement sur le sujet, même si je commence à regarder. Ok. Dernière question pour peut-être boucler la boucle sur tout ça. Au final, qu'est-ce que tu penses qui t'a qu'est-ce que tu penses qui a le plus manqué pour que tu fasses la carrière que t'aurais voulu et dû faire? Je mets dû entre guillemets parce qu'au final, j'ai envie de dire chacun a son histoire. La carrière que t'as, c'est la carrière que tu devais faire au final. C'est toujours Mhm. facile de dire, bah moi j'aurais dû gagner 3 coupes du monde. Gros. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Donc ouais, qu'est-ce que tu penses qu'il y a quand avec le recul que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il y a manqué? Je vais dire un peu de tout. Hmm. Vraiment un peu de tout parce que personnellement, ma carrière, moi, elle me marque même pas. Moi, personnellement, elle me marque pas. C'est pas un truc que je vais en faire ou autre chose, tu vois. Moi, demain, j'arrête le foot, j'arrête de m'ennuyer à la tête et footballeur. C'est pas vrai. Tu vois, alors, Ouais. je vends vraiment pas ma carrière.
Parce que j'ai été professionnel, certes, mais c'est pas auquel espace professionnel là auquel j'ai rêvé. Je pense que tous les mecs qui commencent une carrière de foot, enfin plus ou moins qui rêvent d'être une carrière de foot, je pense qu'ils veulent marquer les esprits, tu vois. Ils veulent marquer les esprits, ils veulent faire des choses qui font que, voilà. Genre, comme on dit ton nom, ben, ça marque. On sait plus ou moins. Moi, c'est pas mon cas et j'en suis très conscient, tu vois. Maintenant, j'ai beaucoup appris par rapport au foot, tu vois. Mais je sais qu'aujourd'hui, si demain mon fils fait du foot, je lui dirais, du moins qu'il veut faire carrière, si un de mes enfants veut faire carrière, c'est un peu tabou, mais je dirais travail. Ne perds pas ton objectif de vue, travail. Après, tu peux avoir moins de qualité, mais tu peux faire une grosse carrière, tu vois. Moi, j'ai eu beaucoup de qualité, mais j'aime pas faire une grosse, même si je suis fier de ce que j'ai fait, tu vois. Parce que voilà, j'ai rêvé d'être footballeur professionnel, j'ai été footballeur professionnel, mais j'ai pas fait, on demandait peut-être plus de ma part, tu vois. Je voulais peut-être faire, peut-être avoir plus aussi, mais j'ai eu ce que j'ai mérité. On a la carrière qu'on mérite, tu vois. Je pense que j'ai fait la carrière que j'ai mérité. Mais ouais, je pense un peu de tout, soit un peu plus de travail, de chance, de suivi, d'accompagnateur, un peu de tout, je pense. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus ciblé, il y a beaucoup plus de choses qui font que les gens sont mieux armés à être professionnels, tu vois. Moi, c'était pas le cas. En même temps, j'ai vécu la montagne russe, donc en soi, je devais m'en sortir un peu tout seul. Ça a été une force aussi, parce que j'ai réussi à être professionnel. J'ai pas tout par la fenêtre. Mais voilà, je pense qu'il va manquer un peu de tout. Il va manquer un peu de tout, mais c'est la vie. J'ai eu la carrière que j'ai méritée, j'en suis fier quand même, tu vois. C'est ainsi que se conclut le 56e épisode du podcast. Je tiens encore à remercier Ferris de nous avoir régalé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont paraître sur la chaîne. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Ferris, je vous laisse nous les poser dans les commentaires. En attendant, la prochaine fois, je vous invite à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour des interactions quotidiennes, du contenu exclusif. C'est tout pour moi. Et en attendant la prochaine fois, peace.